j'étais élève en prépa, mon prof nous sortait souvent, pour trouver par exemple un équivalent d'une suite donnée, des suites auxiliaires qui sortaient de nulle part, en nous disant bon, là, il y a une petite astuce, tout fier de lui. Visiblement, il fallait être dans le secret des dieux, car moi, étudiant, je n'ai jamais compris comment on pouvait deviner tout ça. Pour commencer, je vais vous montrer quelques exercices. Certains sont très, voire trop classiques, d'autres sont plus délicats, moins connus, mais tous ont un point commun. Passons-les en revue. La somme des n premiers carrés, un exercice extrêmement simple, qui est de première année. On peut deviner une formule, puis la montrer par récurrence, c'est souvent fait comme ça. Exercice 2, bon, la somme des inverses des n premiers entiers naturels non nuls est équivalente, quand n tend vers l'infini, à log n. Extrêmement classique. D'ailleurs, vous savez certainement résoudre cet exercice en utilisant, par exemple, une comparaison série intégrale. L'exercice 3, beaucoup moins connu et assez profond. Il vous dit qu'en fait, si vous avez une suite U strictement positive, et si vous savez que la série des UN sur grand UN converge, alors ici, grand UN, c'est la suite des sommes partielles de la suite U. C'est la somme pour k allant de 0 à n-1 des UK. Bref, si cette série converge, alors la série des UN elle-même converge. Et la réciproque se fait de tête. C'est assez facile. Autrement dit, c'est un critère assez peu connu. Une série converge si et seulement si la série bien sûr est à terme strictement positif, si et seulement si la série des UN sur la suite des sommes partielles converge. Pas simple, pas simple. L'exercice 4, archi connu, bateau, fait dans de nombreuses prépas, on peut même en donner des variantes, mais si vous avez jamais vu, alors là, c'est vraiment pas facile. On prend un réel U0 entre 0 ouvert et pi sur 2 ouvert. On définit par récurrence la suite des itérés du sinus, c'est-à-dire un plus 1 égale sinus un. Donc un, c'est donc sinus de sinus de sinus de sinus de sinus, blablabla, de U0. Et l'objectif est de donner un équivalent de un. Enfin, le dernier, alors lui, il a été posé à l'ENS en 2024, je crois, à section MP, il me semble. Et voilà ce qu'il raconte. Vous prenez un x0 strictement positif et vous fabriquez à nouveau par récurrence une suite xn plus 1, disant qu'xn plus 1 c'est xn, plus l'intégrale de xn à plus l'infini, des exponentielles moins t carré dt. Et l'objectif, c'est de donner un équivalent de un. Bon, voilà ces 5 petits exercices que je vous propose. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé un point commun. C'est pas une notion explicite du programme, et pourtant elle se définit en une ligne. Et ses propriétés sont quasiment instantanées, elles se démontrent de tête. Il s'agit de la notion de dérivée discrète. Alors, puisque je vous ai dit que ça se définissait en une ligne, allons-y. Vous prenez une suite U réelle, ou complexe, peu importe, bon, c'est souvent des suites réelles qu'on va utiliser, et on pose U', la dérivée discrète de U, définie par U'(n) égale un plus 1 moins un. Je vous avais promis que c'était facile. Bon, vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple comme définition. Alors là, on peut se demander, mais pourquoi on appelle ça une dérivée discrète? Bon, imaginez que votre un s'exprime comme une fonction de n. On va supposer f dérivable au voisinage de plus l'infini. Alors, bon, le théorème des accroissements finis vous dit que, bon, U'(n) c'est f de n plus 1 moins f de n, c'est la définition de U'(n). Et par le théorème des accroissements finis, il existe un Cn, pas nécessairement unique, strictement compris entre n et n plus 1, tel que, du coup, U'(n), ce soit f' de Cn. Alors là, vous voyez, comme votre Cn n'est pas bien loin de n et de n plus 1, bon, U'(n), c'est pas bien loin, normalement, de f' de n ou de f' de n plus 1. Alors, il faut se méfier quand même. On va dire que si f' varie peu sur l'intervalle, en tout cas, moralement, c'est vrai. Alors, de toute façon, vous allez voir, peu importe que U'(n) soit proche de F'N ou pas, ça n'a pas d'importance dans ce que je vais dire. Voilà, c'est juste pour montrer que finalement, vous voyez, ça c'est un peu un taux d'accroissement, quoi. Hein. Donc de la suite U. Et voilà le lien avec les fonctions. Alors par exemple, vous voyez tout de suite que U est croissante, si et seulement si
U' est positive. Bon là c'est instantané, c'est même quelque chose qu'on étudie en première. Pareil, U décroissante, si y a seulement si U' négative, c'est évident. Plus intéressant, je vais noter grand UN, hein, comme je disais tout à l'heure pour décrire un exercice là, je vais noter grand UN, la somme des n premiers termes de U. C'est bien les n premiers termes de U, donc je vais de 0 à n-1. Alors, je ne sais pas pourquoi, souvent quand on décrit les sommes, quand on définit les sommes partielles, je ne sais pas pourquoi on veut partir de 0 puis aller jusqu'à n tout court, donc ce qui fait n plus un terme. Bon, je ne comprends pas pourquoi prendre n plus un terme. Je trouve ça naturel que UN somme n termes, et pas n plus un terme. Vous allez voir que tout se passe bien avec cette notation, et souvent quand on utilise la notation de 0 à n, il y a des petits décalages qui sont pas très jolis quand on écrit. Eh bien en tout cas, il y a un truc très simple qui est, dans ce cas-là, si vous dérivez grand U, si vous faites grand U', et ben vous retombez sur petit u. Alors c'est évident, hein. Vous faites un plus 1 moins un, par télescopage, vous allez avoir tous les termes de 0 à n-1 qui vont s'éliminer, il va vous rester juste le petit un. Bref, c'est vraiment évident ça. Autrement dit, si vous préférez, grand U ici peut être vu comme une sorte de primitive discrète, on le voit bien en regardant cette relation, de la suite petit u. Et au passage, vous voyez, vous pouvez même automatiser. Si vous sommez les n premiers termes de U', vous retombez sur un. C'est très agréable. Et avec ça, vous allez voir, on peut faire plein de choses. Alors, évidemment, je vais vous laisser chercher par exemple l'exercice 1 et essayer de le chercher en utilisant la notion de dérivée discrète. Vous allez voir, ça se passe très bien. À tout à l'heure. Alors, à titre personnel, voilà comment je pense l'exercice. D'abord, je baptise UN, évidemment, la somme des n premiers carrés, évidemment. Et puis, vous voyez ici, je m'inspire de la formule qui est juste au-dessus, celle-ci, et je me dis, si k carré c'était un certain V'k, alors la somme des V'k, ce serait Vn. Donc ça, si je le voyais comme la somme des V'k, cette somme-là, alors cette somme-là, ce serait juste Vn. Du coup, je me dis, mais pour avoir que ceci égale V'k, je m'inspire et je me dis, posons Vk égale une primitive fonctionnelle, si vous préférez, associée, qui serait k³ sur 3. Je pose Vk égale k³ sur 3. Et maintenant, eh bien, j'applique la dérivée discrète et j'obtiens V'k égale donc Vk plus 1 moins Vk. Et là, bien sûr, si vous faites Vk plus 1 moins Vk, binôme de Newton, vous développez le k plus 1 au cube sur 3. Et vous allez voir que Vk plus 1 moins Vk, c'est-à-dire V'k, égale k carré plus k plus 1 tiers. Donc, en vertu de ce qu'on a écrit au-dessus, la somme des n premiers V'k, je sais que ça fait Vn, et donc, j'obtiens la somme des V'k qui est la somme des k carrés, et la somme des k carrés, c'est ce que je cherche, c'est un, plus la somme des k de 0 à n-1 qui fait ça, c'est du court, plus la somme des 1 tiers de 0 à n-1 qui fait n sur 3, égale Vn, c'est-à-dire n³ sur 3. Il ne vous reste plus qu'à isoler un, et ça y est, vous avez trouvé la somme des n premiers carrés. Il suffit de faire passer ces deux termes-là à droite, mettre au même dénominateur, et c'est terminé. Voilà pour ce premier exercice. Et voilà comment, en utilisant la notion de dérivée discrète, on a l'idée de poser ce Vk égale k³ sur 3, puis en le redérivant, on somme et on obtient le un qu'on voulait. Bien, intéressons-nous à l'exercice 2. Je vous le rappelle, il s'agit de redémontrer quelque chose de très connu qui s'obtient d'habitude avec le théorème de comparaison de série intégrale. Et il s'agit donc de démontrer que la somme des inverses des n premiers naturels non nuls équivaut à log de n quand n tend vers l'infini. Je vous propose de chercher de manière à mettre en valeur la notion de dérivée discrète cet exercice. Allez, à tout de suite.
les idées sont très similaires à l'exercice précédent. Vous devez trouver un équivalent de cette somme. Et à nouveau, vous vous inspirez de la formule ci-dessus. Et vous vous dites bien, Sn, c'est donc la somme des 1 sur k plus 1. Je peux le voir comme une somme de dérivées discrètes. Il suffirait que ceci soit la dérivée de quelque chose. Mais c'est la dérivée de quoi? C'est la dérivée fonctionnelle de ak égale log de k plus 1. Donc naturellement, vous posez ak égale log de k plus 1. Et puis, vous utilisez la définition de la dérivée discrète. Vous obtenez donc que a'k, c'est, en utilisant ce qu'on a écrit au-dessus, a'k, c'est la dérivée de log de k plus 1 évaluée en ck, comme au-dessus. Bref, votre a'k, c'est 1 sur ck plus 1, pour un certain ck compris entre k et k plus 1. Et donc, par décroissance de la fonction qui à x associe 1 sur 1 plus x, 1 sur ck plus 1 est compris entre 1 sur k plus 2 et 1 sur k plus 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien cet encadrement de a'k. En fait, il dit deux choses, cet encadrement. Il dit d'abord que, bien sûr, a'k est plus petit que 1 sur k plus 1. Vous le voyez ici, a'k est plus petit que 1 sur k plus 1. Mais il dit aussi que a'k est plus grand que 1 sur k plus 2. Vous voyez dans votre tête, a'k plus grand que 1 sur k plus 2? Remplacez dans ceci k par k moins 1. Vous obtenez a'k moins 1 plus grand que 1 sur k plus 1. Du coup, votre 1 sur k plus 1, que vous voulez sommer, se retrouve compris entre a'k et a'k moins 1. Et vous voulez sommer ceci de 0 à n moins 1. Problème, cette inégalité est vraie à partir de 1. Alors je vais sommer à partir de 1. Je somme de 1 à n moins 1 tout ceci. J'obtiens exactement Sn, mais il lui manque le premier terme, puisque je suis parti de 1. Donc il lui manque 1 sur 0 plus 1. Donc quand je somme ce truc bleu, j'obtiens Sn moins 1. Maintenant, si je somme les a'k pour k allant de 1 à n moins 1, c'est la même chose. C'est comme si je sommais de 0 à n moins 1, et ça fait an. Mais il faut retirer le premier terme, que je n'ai pas pris en compte, et donc retirer A'0. De l'autre côté, si je somme les A'k-1 pour k allant de 1 à n-1, c'est comme si je faisais la somme des A'u pour u de 0 à n-2, et les A'u, quand je les somme de 0 à n-2, ça fait exactement à n-1. Conclusion, j'ai obtenu que an-A'0, qui est une constante, est plus petit que Sn-1 et plus petit que an-1. Eh bien, c'est parfait. À gauche, an-A'0, c'est log de n-1 moins une constante, qui est équivalent à log de n. À droite, ceci égale log de n. Donc les deux encadrants sont équivalents à log de n. En particulier, Sn tend vers l'infini. Et donc Sn-1 est équivalent à Sn. Bref, log de n est un équivalent du membre de gauche, log de n est un équivalent du membre de droite. Au milieu, un équivalent c'est Sn. J'en déduis que Sn est équivalent au terme de droite, et au terme de gauche d'ailleurs, c'est-à-dire à log de n. Et c'est terminé. Allez, c'est parti pour l'exercice 3. Je vous rappelle son énoncé. On imagine qu'on a une suite U strictement positive et que la série des UN sur grand UN converge. Il s'agit de montrer que la série des UN converge. Alors d'abord, la réciproque, quand je dis qu'elle se fait de tête, regardez, je peux la faire avec vous, peut-être que vous pouvez la chercher aussi si vous voulez. Vous pouvez faire pause sur cette vidéo si vous avez envie. Bon, admettons que vous ayez fait pause et que vous avez eu le temps de chercher. Qu'est-ce qui se passe? Si la série des UN converge, alors ça veut dire que grand UN possède une limite. Bien sûr, dire que la série des UN converge, c'est exactement dire que la suite des sommes partielles possède une limite. Cette limite, je la note petit l.
vu que tous les termes de la suite U sont strictement positifs, on est certain que la limite est strictement positive, au moins égale au premier terme U0, qui est strictement positif. Bref, ceci converge vers une limite L strictement positive. Et donc, grand UN converge vers L strictement positif. Mais à ce moment-là, UN sur grand UN, si je prends un équivalent du numérateur et du dénominateur, vu que le dénominateur tend vers une constante strictement positive, un équivalent de grand UN, c'est la suite constante égale à petit l. Et donc, par quotient, UN sur grand UN équivaut à UN sur petit l. Et par linéarité, la série des UN sur L a exactement la même nature que la série des UN. Autrement dit, je suis certain que la série des UN sur grand UN converge, puisqu'un équivalent de UN sur grand UN est le terme général d'une série convergente. Je suis en train de parler de série à terme positif, donc j'ai juste utilisé le théorème sur les équivalents pour les séries à terme positif. Et c'est terminé. Voilà pour la démonstration de la réciproque, comme je disais, qui se fait de tête. Mais maintenant, c'est plus difficile de regarder le sens contraire, c'est-à-dire la réciproque qui dit que si la série des UN sur grand UN converge, alors la série des UN converge. Donc je vais vous laisser quelques instants pour réfléchir et je vous dis à tout à l'heure. C'est encore la même chose. Regardez, ici vous voyez UN sur grand UN. Autrement dit, vous voyez grand U'N sur grand UN. Et vous cherchez à intégrer en quelque sorte les grand U'N sur grand UN. Une primitive, bon, log de grand UN. Et donc c'est naturel de s'intéresser à Vn égale log de grand UN, puis de dériver comme on a fait dans les deux exercices précédents. Allons-y. Vn plus 1 moins Vn, je dérive, égale, bon bien sûr ça fait log de Un plus 1 moins log de Un, propriété sur le log, ça fait log de grand Un plus 1 sur grand Un. Bien sûr, je peux quand même préciser que grand UN est strictement positif à partir de n égale 1, puisqu'il y a au moins un terme de la suite U et que la suite U est strictement positive. Bien, ça vous pouvez le dire évidemment, là je synthétise évidemment les rédactions, mais bon, l'essentiel est là. Log de grand UN plus 1 sur grand UN, eh bien j'applique la définition, c'est log de grand UN plus petit un sur grand UN. Oui, ceci c'est la somme quand on va de 0 jusqu'à petit n. Donc on va donc de 0 jusqu'à n-1 avec grand UN. Puis il nous manque le petit un. Et là vous voyez, log de 1 plus petit un sur grand UN. Mais qu'est-ce que vous savez dans votre hypothèse? Vous savez que la série des un sur grand UN converge. Donc en particulier, ce terme ici, un sur grand UN, tend vers 0. Et log de 1 plus x quand x est proche de 0 est équivalent à x. Et donc un équivalent de cette quantité orange est un sur grand un. Bien, mais ce un sur grand un, il est positif. Résumons. Vn plus 1 moins Vn équivaut à un sur grand un, qui est positif. Or, ce truc orange, c'est le terme général d'une série convergente, toujours grâce au théorème sur les équivalents chez les séries à terme positif. Vous en déduisez que ceci est le terme général d'une série convergente. Et là, théorème de télescopage, si ceci est le terme général d'une série convergente, c'est que nécessairement la suite Vn possède une limite, V converge. Maintenant que vous savez que V converge vers une limite, vous appliquez l'exponentielle sur chaque membre, et comme l'exponentielle est continue sur R, exponentielle de Vn, qui est égal du coup à grand Un, a pour limite exponentielle de la limite des Vn. Autrement dit, grand U a une limite qui est la limite de exponentielle Vn,
Et donc, puisque grand U possède une limite, c'est bien que la série des UN converge, par définition, de la convergence de la série des UN. Et voilà. Allez, nous voilà arrivés à l'exercice 4. Dans cet exercice, il va nous falloir connaître le comportement de sinus de UN. Si UN tend vers 0, on a une très bonne idée du comportement puisqu'on a un développement limité de sinus à l'ordre qu'on veut. Et donc, on peut approcher polynomialement en UN ce sinus UN à l'ordre que l'on désire. Donc déjà, demandons-nous si on peut faire un développement limité du sinus en 0, au sens où est-ce que UN tend bien vers 0 ? Bon, d'abord, vous voyez, la suite U, c'est très facile de montrer qu'elle est décroissante et minorée par 0. Faites une récurrence. Vous utilisez le fait que sur R+, sinus x est plus petit que x, et que sinus x est positif. Et puis, vous démontrerez facilement que la suite U est décroissante. Comme elle est décroissante et minorée par 0, bien sûr, U converge. Et par le théorème du point fixe, par continuité de sinus sur R+, nous savons que la limite sera solution de petit l égale sinus petit l. Or, c'est très facile de voir que cette équation a une seule solution qui est L égale 0. Et donc, la suite U converge vers 0. Bon, ce n'est pas très difficile, les idées je les ai données. Après, il y a quelques détails de rédaction qui ne sont pas très intéressants par rapport à ce que je veux vous montrer. Bien, allons-y avec les idées que nous avions depuis le début. Imaginez que vous retiriez UN à chaque membre ici. Vous allez donc voir la dérivée discrète de U. U'N égale sinus UN moins UN. Mais, puisque UN tend vers 0, un dl du sinus à l'ordre 3 vous montre que sinus UN moins UN équivaut à moins UN cube sur 6. En divisant par UN cube cette relation d'équivalence, bien sûr je peux diviser par UN puissance 3 car je sais que UN est strictement positif, je l'ai démontré par récurrence au tout début. J'obtiens U'N UN puissance moins 3 équivaut à moins 1 sixième. Et là, je me dis, mais ça, c'est facilement intégrable. Une primitive, c'est du UN puissance moins 2 avec une constante qui ne m'intéresse pas trop. Oui, je sais, il faudrait diviser par moins 2, mais cette constante ne m'intéresse pas. Elle va sauter dans toutes les égalités en multipliant par moins 2 de chaque côté. Donc je vais poser Vn égale UN puissance moins 2. J'obtiens alors V'N égale sinus puissance moins 2 de UN, moins UN puissance moins 2, bien sûr, il faut faire ceci au rang n plus 1, moins ceci au rang n. Et donc, en utilisant la définition de la suite U, lorsque je vais faire UN plus 1 puissance moins 2, c'est exactement sinus puissance moins 2 de UN, moins UN puissance moins 2. Et là, je mets au même dénominateur UN carré sinus carré UN, en haut UN carré moins sinus carré UN. Bien sûr, j'utilise à nouveau le développement limité de sinus. Enfin, ici, vous voyez, vous avez une identité remarquable, c'est UN moins sinus UN. Facteur de UN plus sinus UN. UN plus sinus UN par DL à l'ordre 1, c'est équivalent à 2 UN. Et UN moins sinus UN, j'ai déjà écrit ce que ça faisait, c'est équivalent à UN cube sur 6. Ça a été fait ici. En simplifiant, j'obtiens équivaut à 1 tiers. Bref, V'N équivaut à 1 tiers. Et là, j'utilise le théorème de Césaro. Je sais que V'N tend vers 1 tiers. Le théorème de Césaro me dit alors les moyennes sur n termes convergent elles aussi vers 1 tiers. Or si je fais 1 sur n fois la somme des V'N, c'est bien exactement 1 sur n fois Vn. Et donc, 1 sur n fois Vn
converge vers 1/3. Et donc, puisque 1/3 est non nul, Vn sur n équivaut à 1/3. Ce qui donne par multiplication Vn équivaut à n sur 3. Ce qui donne en appliquant la puissance constante moins 1/2 à chaque terme de cette relation d'équivalence, Un égale Vn puissance moins 1/2 équivaut à n sur 3 puissance moins 1/2, c'est-à-dire racine de 3 sur n. Et vous avez trouvé un équivalent de Un. Sympa, non? Allez, il est temps de se frotter à l'exercice peut-être le plus difficile et le plus intéressant de cette série d'exercices, qui va vraiment mettre en lumière ce que je vous ai raconté avec les dérivées discrètes. Bon, l'énoncé, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Alors, je vous propose de chercher tranquillement. Allez, on y croit? Alors, avant de commencer cet exercice 5, j'aimerais qu'on fasse un petit bilan méthodologique. Finalement, pour avoir un équivalent de Un, on calcule la dérivée discrète U'N, puis on cherche une équation différentielle discrète, comme par exemple U', U-2 équivaut à une constante. Et cette équation différentielle va permettre d'appliquer le théorème de Césareux pour obtenir un équivalent de Un. Ça nécessite souvent de connaître au minimum la limite de U. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qui nous a permis de trouver un équivalent de sinus Un moins Un afin de trouver notre équation différentielle. Bien, on va s'inspirer de ce petit chemin méthodologique pour résoudre l'exercice 5 qui finalement, alors qu'il paraît très difficile, assez inaccessible, vous allez voir quand vous appliquez les recettes là, ça passe. Alors allons-y. Pour cet exercice 5, on vous propose de définir une suite x par récurrence, x0 strictement positif, xn plus 1 égale xn plus ce que je vais appeler grand F de xn. L'objectif est de donner un équivalent de xn quand n tend vers l'infini. Tout d'abord, comme je le disais juste avant, puisqu'on voit qu'il va falloir parler de grand F de xn et qu'on va introduire la dérivée xn plus 1 moins xn, il nous faudra connaître un équivalent de cette dérivée, donc il nous faudra connaître un équivalent de grand F de xn. Mais un équivalent à quel endroit? Il faut bien qu'on sache où va xn quand n tend vers plus l'infini. Alors tout d'abord, on remarque que, bien sûr, xn est croissante, parce que vous voyez, comme grand F de x est positive, xn est croissante. Vous pouvez même remarquer que grand F de x est strictement positive, parce que pour une fonction continue positive, une intégrale nulle implique la fonction nulle, si on est sur un intervalle non réduit à un point. Donc ici, vous êtes certain que ce terme-là est strictement positif. Et puisque ce terme-là est strictement positif, vous êtes sûr que la suite x est strictement croissante. Bien, maintenant il y a deux possibilités. Ou bien la suite x est bornée, dans ce cas-là x converge, ou bien la suite x n'est pas bornée, dans ce cas-là la suite x va vers plus l'infini. Si jamais votre suite x était bornée, alors la suite x convergerait vers un certain L, et comme la fonction grand F est continue, c'est pas difficile à voir, c'est les théorèmes classiques de prépa, comme la fonction grand F est continue au point L, vous en déduisez que L égale L plus F de L, ce qui impliquerait grand F de L égale 0, mais on a vu que c'est pas possible parce que grand F est strictement positive. Conclusion, pas de point fixe. Conclusion, x ne peut pas être majorée, donc convergente, donc x tend vers plus l'infini par croissance. Ok, ce point-là est fait, il va être très important. Maintenant, on sait donc qu'on doit chercher un équivalent de ceci, truc orange, en plus l'infini. Donc, et là c'est une astuce un peu classique, bon, c'est pas une astuce même, vous voulez un équivalent de cette fonction-là quand xn tend vers plus l'infini. Alors évidemment, on serait trop tenté d'intégrer, de trouver une primitive de ça, mais on n'en a pas. Par contre, si on rajoute un facteur intégrant du genre t, on peut trouver une primitive. T exponentielle moins t carré, on n'est pas loin de u' exponentielle u. Donc je me dis, je vais rajouter artificiellement ce facteur t, et bien sûr, je vais diviser par t devant. Autrement dit, je vais m'intéresser à intégrale de 1 sur t fois t exponentielle moins t2, et là,
Évidemment, je vais faire une intégration par partie puisque je sais intégrer t exponentielle moins t2. L'intérêt également, c'est que en dérivant 1 sur t, je vais rapetisser le deuxième facteur intégrant, vous voyez ici, puisque je vais obtenir du moins 1 sur t carré, et je vais m'assurer une convergence, et même mieux, je vais m'assurer un terme négligeable devant celui-ci. Bon, je le fais concrètement. J'intègre par partie, j'obtiens cette expression, et vous voyez tout de suite que cette expression orange est majorée par 1 sur 2x grand f de x. Mais oui, comment j'ai fait? Tout simplement parce que ici, là vous avez 1 sur t fois t, qui est plus petit que 1 sur t fois x, puisque t est plus grand que x. Et vous faites sortir 1 sur x de l'intégrale. Et vous voyez qu'il vous reste exactement quelque chose qui, en valeur absolue, est plus petit que 1 sur 2x grand f de x, qui est bien un petit taux de grand f de x. Bref, ce truc orange, c'est un petit taux de grand f de x. Et donc, grand f de x est équivalent au crochet d'intégration ici, c'est-à-dire exponentielle moins x2 sur 2x. Super. Je sais donc que xn plus 1 moins xn, c'est-à-dire la dérivée de x, équivaut à exponentielle moins x carré sur 2x. Je écris ceci au brouillon. X' équivaut à exponentielle moins x2 sur 2x. Et je cherche une équation différentielle du type équivaut à constante. Bon, bien sûr, je fais tout passer à gauche, et j'obtiens ceci. Et là, miracle, on dirait que l'énoncé a été fabriqué pour, n'est-ce pas? Ceci s'intègre directement en exponentielle x carré. Donc, j'ai terminé mon brouillon, et je pose sur ma copie fièrement yn égale exponentielle xn carré. Je sais que je vais devoir dériver ceci pour exploiter ce que j'ai senti au-dessus. Donc, je dérive exponentielle xn carré. Là, j'applique bêtement le taf, yn plus 1 moins yn, bon, c'est exponentielle xn plus 1 carré moins exponentielle xn carré, j'applique le taf à cette fonction. Et je sais donc qu'il existe un Cn compris entre xn et xn plus 1, tel que yn plus 1 moins yn égale 2Cn exponentielle Cn carré, d'où je sors ça, c'est la dérivée de la fonction qui est ici en orange, appliquée à Cn, multiplié par xn plus 1 moins xn, qui est ici, et donc f de xn. À ce stade, je vais un peu exploiter que Cn est compris entre xn et xn plus 1, puisque Cn est compris entre xn et xn plus 1, c'est xn plus quelque chose entre 0 et 1 fois xn plus 1 moins xn. Donc c'est un grand taux, c'est xn plus un grand taux de grand f de xn. Voilà, j'obtiens cette expression que je remplace partout. Maintenant, je cherche un équivalent de cette expression. C'est bien ça la méthode, je suis guidé par cette méthode en fait. Je suis sur les rails de cette méthode. Et là, vous voyez, je me dis, bon, ça, il me faut un équivalent. Je regarde grand f de xn. Grand f de xn, c'est négligeable devant xn. Regardez, vous divisez ceci par xn, ça tend vers 0 quand xn tend vers plus l'infini, bien sûr. Donc, ce grand taux de f xn est en fait un petit taux de xn. Donc, vous avez un équivalent de cette parenthèse qui est xn, que vous retrouvez ici. Ensuite, intéressons-nous à ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle. Bon, on développe, et exponentielle xn carré que vous retrouvez là. Et ensuite, vous avez exponentielle 2xn grand taux de f de xn, exponentielle de grand taux de f de xn carré. Et puis ce grand f de xn qui était tout à droite, là, je l'ai fait apparaître ici, parce que je sais que 2xn exponentielle xn carré grand f de xn équivaut à 1, en vertu du travail que j'ai fait pour trouver l'équivalent de grand f en plus l'infini. Il me reste juste à voir si ceci tend bien vers 1. Prenons chaque exponentielle. Grand taux de grand f de xn. Imaginez que vous fassiez xn, f de xn ici. Vous voyez que vous avez du exponentielle moins xn carré sur 2. Mais comme xn tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0. Autrement dit, xn grand f de xn tend vers 0,
Donc en fait, ceci, je sais que ça tend vers 0, donc l'exponentielle par continuité en 0 va tendre vers 1. Ceci tend vers 1. C'est la même chose ici. Vous voyez bien que grand f de xn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, puisque xn tend vers plus l'infini. Et donc ici, cette expression tend vers exponentielle de 0, toujours par continuité de l'exponentielle en 0, c'est-à-dire vers 1. Finalement, ceci était équivalent à 1, ceci tendait vers 1, donc équivalent à 1, ceci tendait vers 1, donc équivalent à 1, donc ceci est équivalent à 1. Mais maintenant, par Césaro, commence à être habitué. Là, j'ai y', je somme y' et j'obtiens yn sur n qui tend vers 1. Bien sûr, les moyennes des n premiers termes de ceci tendent vers la même limite que la suite yn plus 1 moins yn. Donc, les moyennes tendent vers 1. Donc, yn sur n est équivalent à 1, car 1 est non nul. Donc, yn est équivalent à n par produit. Donc, exponentielle xn carré est équivalent à n. Et là, alors c'est quelque chose à savoir. Normalement, bien sûr, si je compose par f chaque membre de cette équivalence, il n'y a aucune raison que je garde l'équivalence. Aucune. En particulier, si on a une fonction convexe qui grimpe très fort, comme l'exponentielle, bon, ça risque difficilement de se produire. Mais au contraire, si j'ai une fonction concave, qui tend gentiment vers l'infini, comme le log, c'est facile de démontrer. Si vous avez un équivalent à vn qui tendent toutes les deux vers plus l'infini, vous appliquez une fonction concave qui tend vers plus l'infini de chaque côté, c'est facile de démontrer que f de un sera équivalent à f de vn. On peut le faire encore plus facilement avec le log en utilisant le fait que log de AB égale log de A plus log de B. Je vous laisse faire ça, c'est vraiment pas difficile. Conclusion, vous obtenez xn carré équivalent à log de n, puis en appliquant la puissance constante 1/2 à chaque membre, xn est équivalent à racine de log de n, et cet exercice est terminé. Sympa, non ?